Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Sujet de dernière minute qui s'ajoute. Il y a un accord militaire qui vient d'être signé entre la France et l'Ukraine. C'est du colossal qui a été signé entre Paris et Kiev. Le président Zelensky est de passage pour une 9e fois en France depuis le début de la guerre. Et on signait il y a quelques minutes à peine, tu le disais, une entente militaire conséquente pour les 10 prochaines années. En fait, c'est 100 avions Rafale, les avions français les plus perfectionnés avec tout leur système d'armement qui seront donc vendus à l'Ukraine au cours des prochaines années. Il faut voir qu'il y a déjà beaucoup de pays qui ont commandé, qui attendent de se faire livrer. Ça pourrait signifier dans certains cas que des pays alliés de la France en Europe qui attendent des Rafales pourraient choisir de passer derrière des livraisons qui seraient faites plus rapidement à l'Ukraine, compte tenu de ce que ses besoins sont un peu plus pressants. Ça vient après l'achat par l'Ukraine de 100 à 150 avions à la Suède. Donc, on est en train de monter en gamme. La volonté, c'est de recouvrer le contrôle du ciel, parce qu'on l'a compris, avec les drones et de façon générale, les guerres modernes se font quand on contrôle le ciel, l'imagerie. Alors, il y a ce que les satellites peuvent nous donner, mais il y a aussi ce que des avions et aussi des drones peuvent nous permettre de voir et de faire. La question fondamentale, c'est parce que Dassault, qui fait des Rafales, il ne les donne pas. Quand on passe une commande pareille, ça coûte cher. Un Rafale, ça coûte plus ou moins 80 millions d'euros, puis tu peux rajouter à ça les systèmes d'armement. Donc, une commande comme celle-là, c'est au bas mot 8 milliards et probablement davantage quand tu rajoutes tout ce qui vient avec. Et les Ukrainiens sont cassés. Ils n'ont pas d'argent, sont en guerre. L'argent, évidemment, sort de partout. Et c'est un peu la suite des choses qui nous dira comment ça va être financé. Est-ce que la France va impulser, avancer les premières sommes, prêter? C'est une grosse transaction. Mais pour l'instant, on n'a pas encore une centaine d'avions français, une centaine d'avions suédois. Mais dans quel délai ça peut être livré? Parce que c'est une guerre qui est en cours. Là, on ne prépare pas une guerre future. C'est une guerre qui est en cours. Dans quel genre de délai? C'est sûr que si on avait 200 avions de ce qualité-là, l'Ukraine a une armée de l'air sérieuse. Surtout que tu as des pilotes entraînés pour les opérer, là, mais tu aurais une armée de l'air, mais en combien de temps? Deux questions dans ce que tu dis. La capacité à entraîner rapidement des pilotes, si tu ne veux pas y mettre des pilotes français ou suédois, ce qui pour l'instant est hors de question. Les Français maintiennent et toutes les forces de l'OTAN maintiennent qu'ils n'ont pas de soldats impliqués. On voit très mal, par exemple, s'il fallait qu'un Rafale livré à l'Ukraine soit abattu et qu'on retrouve aux commandes de celui-ci un pilote français, ça serait très embêtant. Donc, il faut les entraîner. Entraîner des pilotes, c'est 1 an et demi. Puis la vraie question, c'est la capacité de livraison. Déjà, Dassault est aux limites de ses capacités, augmente ses usines pour augmenter aussi, évidemment, de façon corollaire, la production. Mais tu sais, quand tu sors 2 avions par mois, 2 avions et demi par mois en moyenne, c'est énorme. Ce qui pourrait arriver, c'est ce que je te disais, c'est que des clients à qui on a déjà promis des avions, particulièrement des clients européens, pourraient accepter des délais supplémentaires compte tenu qu'ils sont moins en urgence. Un des gros clients, le contrat du siècle pour Dassault, c'est l'Inde, qui attend plus de 100 Rafales. Est-ce que les Indiens accepteraient de ralentir leur livraison? J'en doute sincèrement. Je pense que c'est une négociation qui va se faire avec les Européens, les partenaires européens qui achètent, mais aussi, c'est sur un horizon de 10 ans que ce contrat est fait. Puis c'est pas juste des Rafales, c'est aussi des batteries antiaériennes très avancées, c'est des bombes, c'est des missiles, c'est des drones, qui devront être financés, mais aussi sur un horizon qui ne changera pas demain matin. Le sort de la guerre, c'est entendu, mais ce qu'on tient pour acquis, c'est que même s'il y avait un cessez-le-feu, même si on arrivait à une entente temporaire, il faudra faire en sorte que les Ukrainiens, plus tôt que tard, aient les moyens d'imposer par la force le cessez-le-feu et la dissuasion surtout, pour pas qu'il y ait de tentation à reprendre l'initiative du côté des Russes. Mais c'est une annonce dont le président Macron était très content. Il se dirige, les 2 hommes, vers l'Élysée. Je surveillais ça du coin de l'œil pour officialiser la chose. Okay. Développement important, mais à chaque fois, Mario, et on l'a déjà dit, à chaque fois
qu'on a livré de nouvelles quincailleries à l'Ukraine, très concrètement en les livrant ou en les annonçant, on a souvent dit que ça pourrait être le pivot qui ferait tourner les choses. Or, on n'est pas du tout là en ce moment sur le terrain. C'est toujours extrêmement violent, mais les Russes ne sont pas sur la défensive, loin s'en faut. Ouais. Stéphane, bon, M. Trump qui a, en fin de semaine, là, pris un peu l'offensive dans le dossier des Epstein, de tous ces documents encore secrets, en souhaitant que tout soit publié. Deux choses extraordinaires. D'abord, vendredi, il se retourne contre celle qui était sa plus fervente admiratrice passionnariat, Marjorie sa majorette. Sa majorette qui, alors, on aime souvent rire, mais les républicains qui prennent leur distance en public sont souvent contents de l'avoir avec eux quand vient le temps de lever des sommes importantes parce qu'elle a du succès, elle sait faire du fundraising et elle est absolument intraitable sur la question de la publication de tous les documents liés à l'affaire Epstein. Elle faisait partie d'un tout petit groupe de républicains qui agissaient aux côtés des démocrates pour déposer une pétition qui forcerait la main au patron républicain de la Chambre, qui ne voulait absolument pas d'un projet de loi qui forcerait, lui, le gouvernement, le département de la justice, à tout publier. Il disait non, il n'y en a pas question, ça ne m'intéresse pas. Puis si tu n'as pas avec toi le leader de la majorité, tu ne peux rien faire. C'est lui le boss, c'est lui qui décide de ce que tu peux mettre à l'agenda ou non. À moins de cette pétition, qui est un moyen exceptionnel, qui demande une majorité simple à la Chambre. Et pour obtenir cette majorité simple de 218 voix, ben, il y a 4 républicains qui devaient voter avec les démocrates, parce que c'est les démocrates qui forcent la main à Mike Johnson, patron républicain de la majorité à la Chambre. Ça lui prenait 4 votes républicains. Il les a. Parmi ceux-là, Marjorie Taylor Greene, qu'on imaginait allié indéfectible de Donald Trump, il l'a traité de traîtresse vendredi, annonçant du coup qu'il pourrait se prononcer en faveur de la personne qui fera campagne à l'investiture de son siège aux prochaines élections, c'est-à-dire dans un an, parce qu'il y a d'abord toujours... Mais ça, c'est-tu la plus grosse fissure à date dans le mouvement MAGA? Je pense que oui, là. Bien, c'est très sérieux. Et il faudra voir, alors, Mme Taylor Greene a agi avec beaucoup plus de circonspection en fin de semaine. Elle a dit qu'elle était toujours une fidèle de M. Trump, qu'elle ne voyait pas la nécessité d'un conflit. Elle a rappelé aussi que ces menaces, en la traitant de traître, avaient fait en sorte que des menaces très sérieuses sur sa vie avait été entendu au cours des derniers jours. Il y aurait même eu une bombe artisanale, je pense, à son entreprise, parce qu'elle est aussi entrepreneur dans la vie en dehors de ses activités politiques. Il y a eu une alerte à la bombe, donc elle menace quand Trump fait de pareilles déclarations. Ça a toujours un impact. Donc, elle dit, attention, vous mettez peut-être même ma vie ou celle de mes proches en danger, mais je suis votre allié. Sur la question d'Epstein, je vais continuer à me battre bec et ongle. C'est une promesse. Nos électeurs veulent savoir ce qui s'est passé et on ne protégera pas ces élites, c'est toujours les expressions employées, qui peut-être ont été éclaboussés par l'affaire Epstein. Et ce qu'on découvre, c'est que d'abord, cette pétition à la Chambre des représentants pour forcer un vote va ouvrir les portes, parce qu'il y a beaucoup de républicains qui, une fois que le vote sera annoncé et aura lieu, beaucoup de républicains qui ne voudront pas être du mauvais côté de l'équation. Ils vont voter pour qu'on fasse la lumière, pour que le département de la justice livre toute la marchandise. Alors, qu'est-ce qu'a fait Trump hier? Devant la défaite inévitable, parce qu'il a tout fait pour empêcher que ça arrive, en particulier auprès des 4 républicains qui faisaient la différence sur la pétition. Il les a appelés, essayé de les convaincre de changer d'idée. Ça n'a pas bougé. Et hier a dit, bien, finalement, il faut qu'on cesse de perdre du temps. C'est une opération des démocrates pour nous enfumer. Donc, dans ton esprit, il se rallie à une défaite évidente. Plutôt que d'en faire une défaite, ben là, ça devient son vœu qui se réalise parce qu'il a dit qu'il souhaitait ça. Il fait d'une défaite annoncée quelque chose comme une demi-victoire, mais dans les faits, c'est une défaite politique substantielle et il peut dire que Mme Taylor Greene lui a infligé. Est-ce qu'il choisira derrière ça de faire en sorte que les ponts se rétablissent? Parce que elle a de l'influence, beaucoup d'influence, et s'il se met en tête de la faire perdre et qu'elle ne perd pas aux élections prochaines dans un an, il aurait contre lui quelqu'un qui, auprès d'électeurs, pas juste dans son comté, a du poids et de l'influence. Je ne suis pas sûr que M. Trump a envie d'amorcer les 3 prochaines années
politique avec quelqu'un comme ça qui joue contre lui. Alors, je dirais pour l'instant, malgré tout ce qu'on peut imaginer, 1-0 en faveur de Marjorie Taylor Greene. Merci Stéphane.